Salut tout le monde, nous sommes le lundi 26 mars, c'est la saison 2, épisode 19 de ce First Talk, toute l'actu chaude de la NBA, revue et corrigée par la First Team. Je suis avec, bien sûr, comme d'habitude, à mes côtés, Thomas Dufont et Erwan Abotrette. Ça va les gars? Ça va super, écoute, comme un bon lundi. Hier, on a eu un bon match du dimanche soir. On est prêt à parler NBA de Stephen Curry. Une belle nuit, ouais. une belle nuit même. Un beau week-end, un beau week-end. En effet, au Super programme, veste, bravo. justement, Ouais, super veste Erwan aussi d'ailleurs. ça nous sied vraiment, enfin rien nous habille en même Par temps. contre, le pull brise, t'es obligé. C'est pas un bout, c'est un Versace alors. Au moins. Il y a la machine anti-bouloche à la maison. Au programme, aujourd'hui justement, ça va être passionnant avec le focus sur la Marcus Aldridge qui a permis aux Spurs de se redresser. Il pourrait être joueur de la semaine du côté, oui, certainement du côté de la conférence Ouest. On fait un focus sur LMA, Curry out, Stephen Curry out 3 à 6 semaines en torse. C'est le débat du jour donc de la First Team, où les Warriors sont-ils en danger avec l'hécatombe de blessés. Le campus break d'Ellis Boila qui arrive parce que ça va être chaud, le Final Four de la March Madness, c'est là, c'est maintenant, on en parle. Et tout de suite, les news. Bryant on the move with the jumper. He got it! Première info de ces dernières heures, les Rockets en mode record. Houston a battu son record de victoire sur une saison, mais du coach aux joueurs, ils s'en moquent. Apparemment, ça leur passe un peu au-dessus de la tête ces 60 victoires, alors que c'est colossal. Ouais, mais ça reste une marque importante dans l'histoire d'une franchise quand même. 2 fois championne NBA, multiples fois finaliste. Ouais. Il y a quand même des joueurs qui sont passés. C'est une franchise historique et c'est bien. C'est une marque. C'est une vraie marque et ça montre aussi que dire cette année les Rockets, voilà, c'est une année record en saison régulière. Après, ils savent que le plus dur, on sait pour eux où ça se passe. Mais quelque part, c'est aussi une marque. C'est bien de valider des choses par des victoires et par un record de franchise. Sur l'échelle de la franchise, et au Olajuwon, il y a eu des très grands noms, ça veut dire que là, ce qu'ils font, c'est colossal et certains s'en rendent pas assez compte. Moi j'ai été même limite surpris de savoir que le record de franchise n'était qu'à, je mets des grands guillemets, à 59 victoires. Tu vois, les grandes franchises, et ça a été une grande franchise, les Rockets, se situent plutôt, je sais pas, à 65 presque. 59 finalement, c'est finalement la plutôt deuxième peu. année où ils sont champions, ils Et ont bah, ils ont un bilan kata, ils sont 6 ou 7. 6e, je crois. C'est le champion avec le plus petit seed en début des playoffs. Mais c'est vrai que ça marque non seulement donc l'histoire de la franchise, mais surtout une saison régulière de haute facture. C'est clairement la meilleure équipe en NBA aujourd'hui et il le confirme avec un bilan incroyable depuis le début 2018. Il est bizarre à dire ce truc-là. 33 victoires pour 5 défaites, c'est quand même la preuve que ça va très très bien côté de Houston. J'ai regardé juste là, en préparant l'émission, les 10 dernières saisons. Une fois sur 2 fois sur 3, le leader de la saison l'emporte. Va au bout. Alors, on va creuser un petit peu dans le débat tout à l'heure, Ouais, mais en tout cas, c'est à prendre en compte. Ils battent, donc il y a les résultats, il y a la manière, il y a les sourires, il y a tout, il y a le momentum. Honnêtement, chez les planètes, il y en a plusieurs, elles sont toutes alignées chez les Rockets. Et je pense que côté, donc ils ont raison côté Warriors, on doit commencer, mais bon, on va pas le faire le débat avant le débat. Non, mais sans parler des Warriors, en parlant que des Rockets, ils ont raison de minimiser parce que, je le disais en tout début, dans les médias, ils ont archi bazardé le truc. Ils sont obligés. Ils auraient pu dire quand même, chapeau. Thibaut, on va faire une festoche pour ça. Le meilleur exemple, les gars, il repart il y a 2 ans en arrière. Les Warriors battent le record des Bulls avec 73 victoires en saison régulière et ils perdent en finale NBA. Et au final, ce record-là, qui est un record exceptionnel, il a un petit goût amer, il aura toujours un petit goût amer. J'ai pas la même théorie là-dessus, mais c'est pas grave. Moi aussi, quand même. Tu sais pourquoi? Vraiment, je pense qu'ils ont bien fait d'aller chercher ce record, quitte à perdre en finale, parce qu'on ne se souviendra pas de la saison 2016, on se souviendra de l'équipe des Warriors et on en parlera plus tard et ça fera partie de la légende. En tout cas, moi j'ai envie de revenir d'abord, donc voilà, meilleure attaque de NBA en ce moment, 7e défense au rating et ça c'est l'énorme évolution cette saison avec l'arrivée de Chris Paul. On avait quand même quelques interrogations l'été dernier avec l'apport de Chris Paul qui a besoin de la balle pour vivre. Il a toujours eu la balle en toutes ses franchises en étant un leader et une superstar. Avec James Harden à côté de lui, ça a matché directement et honnêtement, je prends beaucoup de plaisir à suivre cette équipe au-delà même des victoires dans le jeu. Le fait que ce soit du run and gun, qu'il y ait du spectacle et qu'il y ait quand même des moments clutch par milliers cette saison, et bien voilà, c'est une équipe très agréable à suivre. Autre info de ces dernières heures, toujours une saison douloureuse pour Boston. Une tuile de plus. Sa méga star Kyrie Irving opéré avec succès du genou gauche. Il ne reviendra pas avant 3 à 6 semaines. Ça tombe donc après le début des playoffs, sauf s'il revient très vite en 3 semaines. C'est à l'image de la saison des Celtics, compliqué. Ils y laissent des poules, et j'ai l'impression que pour le coup, là, ils finissent la saison sur les, j'aime bien dire, sur les jantes. Et dans quel état
vont-ils arriver étincelle à mort. ouais, Ils sont au bout du roulax. dans quel état vont-ils arriver en playoff? J'ai une vraie interrogation autour alors pas du niveau basket des Celtics, mais plus de l'état physique. Je les trouve fatigués et les playoffs arrivent à grands pas. Et je vois surtout d'autres équipes ou d'autres joueurs en tout cas qui eux sont en train de grimper. Et je suis un peu inquiet moi pour ces Celtics. Il y a Tom, le stagiaire, on en parlait la semaine dernière, il me disait, et si Boston, cette saison, disait, allez les gars, on joue les playoffs comme ça, on met les jeunes pour prendre de l'expérience, mais finalement, le vrai moment de cette équipe, ce sera la saison prochaine avec le retour d'un Kyrie en forme et surtout le retour de Gordon Hayward. Je suis pas loin de penser ça, parce que là, aujourd'hui, avec le meilleur joueur qui est sur le flanc, Marcus Smart, qui est peut-être qui est le meilleur défenseur de l'équipe avec Al Horford, avec des joueurs, tu l'as dit, sur les rotules, je vois pas cette équipe de Boston. Alors pourtant, c'était mon favori après à Noël, on va dire, dans cette conférence Est. Eh bien, je vois pas cette équipe ni taper Toronto, ni taper LeBron aujourd'hui, voire même se faire sortir rapidement si Kyrie ne revient pas, quoi. Là, en étant absent depuis le 11 mars, ça change toute la fin de saison. Et en effet, ils sont deuxième, mais Cleveland n'est pas si loin. Ils sont loin, ils sont à 6 matchs. Ils sont à 3 victoires d'affilée, Boston, mine de rien. Donc, ils continuent à gagner des matchs parce qu'ils ont un très bon coach et ils ont une vraie alchimie d'équipe. Maintenant, nous, on faire des playoffs honorables, mais sans viser. Bien sûr, de toute façon, si tu passes un tour, allez, tu passes 2 tours miraculeusement, si tu passes Cleveland au deuxième tour, donc vraiment, ce serait un miracle. Bah, tout ce qu'il faut se dire, c'est que les jeunes auront pris un peu d'expérience, les Tatum, les Jaylen Brown auront ça en plus pour l'année prochaine. Moi, je crois pas que ça doit et que ça marche comme ça. Tu joues les playoffs. Après, il y a 4 mois de coupure. Maintenant, il y a peut-être une réflexion à avoir sur les saisons prochaines, sur la gestion d'équipe, parce que c'est pas normal qu'une équipe, même s'il y a eu beaucoup de blessures et qu'ils n'ont pas été vernis cette saison, c'est pas normal qu'une équipe prétendante, en tout cas à une finale de conf à l'Est, arrive autant sur les rotules comme ça, quand bien même il y a eu beaucoup de blessés. Après, Kyrie, c'est un joueur qui a souvent été blessé dans sa carrière, donc c'est pas non plus choquant de le voir avoir ce genre de petite intervention qui l'écarte de terrain pour le genou. C'est ça. Donc 3 à 6 semaines en soi, c'est pas grand-chose. Le problème, c'est le timing qui est catastrophique juste avant les playoffs. Il y avait un petit problème d'électricité apparemment, comme ils disent, dans le genou. Est-ce que parfois on tense les coachs, les staffs sur l'intensité des entraînements, des matchs? Là, il y a un choix d'équipe qui fait qu'il y a autant de blessés, ou finalement c'est la malchance? Franchement, moi, c'est difficile de c'est la malchance. Je suis pas sûr que Brad Stevens soit un mec qui tire sur la gueule des mecs. Mais très tôt, de toute façon, dans la saison, il t'enlève dès le premier match, au bout de 5 minutes, on t'enlève une rotation majeure qui est Gordon Hayward. Donc d'un coup, forcément, on va tirer sur la gueule de Jaylen Brown et de Jason Tatum, qui sont des jeunes joueurs. Mais qui n'ont pas été blessés. Donc on sait que Jaylen Brown a la caisse peut-être un petit peu plus, mais peut-être qu'un mec comme Jason Tatum commence un petit peu à tirer la langue, parce que très tôt dans la saison, on a dû leur tirer sur la gueule. Des meneurs rejoignent l'infirmerie, d'autres la quittent et c'est tant mieux. John Wall qui est bientôt de retour, il a participé à un entraînement collectif complet depuis son opération du genou. Le bon timing donc pour Washington qui a encore perdu cette fois face à New York. Le retour de John Wall, ça va quand même changer beaucoup de choses là pour Washington qui commence à en avoir marre. Il est temps qu'il revienne. On disait un petit peu que dès le début de sa blessure, les Wizards jouaient bien, jouaient presque mieux, gagnaient des matchs. Mais voilà, mais moi quand il manque des superstars, alors une équipe peut se sublimer 1, 2, 3 semaines. Au bout d'un moment, le chassé naturel, il revient au galop. La superstar, c'est John Wall. Le patron de cette équipe, c'est John Wall. Et il est important qu'il revienne très, très vite pour ces Wizards qui, hier soir, m'ont inquiété après avec une défaite face aux Knicks. Ouais, défaite face aux Knicks, aux Nuggets, bon, pourquoi pas. Face aux Spurs, qui sont très bien en ce moment. Mais ils sont 6e de la conférence Est. En soi, c'est pas un mauvais classement, avec un bilan de 40 victoires pour 33 défaites. Le problème, c'est que c'était les attentes de début de saison. Aaron, tu les mettais, je crois, sur le podium. C'était 3e de mémoire, voilà. C'est une équipe qu'on avait envie de voir tout en haut. On se rappelle que l'année dernière, ils sont sortis au 7e match par Boston en demi-finale de conf. Donc, l'évolution naturelle pour un groupe qui est quand même ensemble depuis longtemps, avec des stars qui arrivent enfin à maturité, John Wall et Bradley Beal, c'était le podium, voire arriver en finale de conf. Des stars qui arrivent à maturité ou pas, finalement, parce que même avant la blessure, en tout cas, c'est l'âge où ils doivent l'être, et en tout cas, c'est pas une équipe qui évolue. Alors, il y a la blessure de John Wall depuis 1 mois et demi. Il y a 24-25 matchs. Ouais, mais en tout cas, même avant ça, on ne sentait pas une équipe qui était dans l'évolution par rapport à ce qu'ils avaient fait l'année dernière. On rappelle qu'ils étaient à un match d'être en finale de conf face à LeBron James. Ils perdent en 7 face à Boston. Donc, c'est une équipe cette année qui n'a pas évolué. Alors qu'on voit les stats là, de John Wall, il a quand même raté 35-36 matchs cette saison. Là, il est absent depuis fin janvier. C'est quand même colossal, ça change toute la phase d'une équipe en même temps. Bien sûr, c'est le meilleur joueur de son équipe, c'est la star de son équipe, c'est le meneur de jeu. Alors, c'est de pire en pire notre affaire. Maintenant, il va falloir qu'ils se remettent un peu en jambes. Ils sont 6e de la conférence Est, ils font partie des gens, tu sais, t'as pas envie de tomber contre eux. Donc là, on pourrait aller sur un premier tour
j'allais dire LeBron, c'est Cleveland. incroyable. Cleveland contre Washington. Franchement, il y a match. Il y a match si John Wall revient à peu près en forme et qu'ils arrivent à se trouver une cohésion juste avant de cliquer avant les playoffs. C'est pas impossible. J'y crois pas des masses. Moi, j'en ai marre avec ces Wizards en qui je crois, et tu le sais depuis longtemps, avec le si. On parle tout le temps conditionnel avec ces mecs-là. Et parce qu'on a finalement, malgré le bel effectif, malgré ce one-two punch qui marche bien entre John Wall et Bradley Beal, eh ben on est toujours dans le ouais, mais si ça clique, si ça, si. Il y a beaucoup trop d'incertitudes, et pas assez de certitudes. Là, on est le 26 mars, les playoffs commencent le 14. Un joueur qui a raté 3 mois de compétition. Après, c'est des machines de guerre. Hein. Je te dis, nous, on l'a vu à Miami, on voit les super images que Polo nous envoie derrière. Je pense qu'ils prennent pas de risque pour que justement ils reviennent à 100%. Et surtout en NBA, quand on dit je reviens, c'est que je suis prêt à revenir et à jouer 35 minutes. Alors évidemment, dans les faits, autant le préserver un peu, mais normalement en NBA, contrairement à plein d'autres sports, quand on dit 6 semaines, c'est 6 semaines, je suis sur le terrain et je peux jouer. Super, ok. Conditions de match. Exactement. Conditions de match. Souhaiteriez-vous payer pour voir la fin d'un match NBA? C'est ce qui est proposé par NBA Digital via TNT aux États-Unis. Concrètement, vous recevez une notification, il reste un quart temps à jouer, on vous dit connectez-vous, payez 99 centimes et c'est parti, vous avez la fin du match. Voilà comment relancer un petit peu le business de vente de match sur vos tablettes ou téléphones ou Chromecast ou donc télé. Est-ce que cette petite idée là dont la NBA avait parlé il y a quelques mois, ça vous plaît? Ça peut être bien pour les gens qui ne sont pas des férus et des vrais fans de NBA. Justement, ces gens-là qui suivent la NBA de loin ou qui entendent parler de loin, de se dire « Ah tiens, je vais regarder la fin d'un match ». C'est vrai que les gens qui ne sont pas issus du milieu du basket, ils se disent « Un match NBA, c'est trop long, il y a trop de temps mort et tout ». Et c'est peut-être une manière de récupérer des nouveaux fans qui ne sont pas forcément vraiment prêts à regarder des matchs en entier. Et donc, ça peut être que positif. En tout cas, au plus on ramène de monde pour regarder du basket, au mieux c'est. La bonne phrase, c'est « The future is here ». C'est vraiment une évolution aujourd'hui. La technologie nous permet en un clic, et un euro quand même, enfin $1, faut pas l'oublier lui, de pouvoir regarder des matchs à suspense. J'espère quand même que la prolongation est incluse. Si, t'imagines ça coupe, ah bon voilà, t'as tout vu, salut. Très bonne remarque. Mon gars, t'imagines. C'est la génération qui picore et à l'arrivée c'est plutôt bien vu pour leur permettre de. La meilleure pub de NBA, c'est le money time de toute manière. Donc il y a les dunks et tout, mais le money time quand ça se frite un peu, c'est le meilleur moment. Bon, pas de panique du côté des Spurs, la Marcus Aldridge est là. Enfin si, ça panique un peu et pas mal. Mais lui, il est là, vraiment là. Il devrait être le meilleur joueur de la conférence Ouest cette semaine. Stratosphérique, on en parle, c'est le focus. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Où en seraient les pauvres San Antonio Spurs si la Marcus Aldridge n'était pas à ce niveau incroyable depuis quelques jours, quelques semaines? Et depuis le début de la saison aussi. 6 matchs d'affilée pour permettre aux Spurs de revenir dans les rangs de play-off. 32,5 points sur les 7 derniers matchs. Une seule défaite face à Milwaukee. C'est donc phénoménal. Est-ce que c'est une surprise qu'il soit redevenu le vrai leader comme ça en cours de saison pour ramener les Spurs en play-off? C'est pas une surprise, puisqu'il fait une très bonne saison, on l'a dit. Et là, on voit les stats sur les 7 derniers matchs, mais sur la saison, il a plus de 23 points et pareil, autant de rebonds et de bons pourcentages. Il a été leader tout au long de la saison, donc on va pas lui enlever ça. Il a été un peu blessé, c'est ce qu'on disait il y a 2 semaines dans le débat, il a été un peu blessé et les Spurs, on les reconnaissait plus. Ils étaient calamiteux, on peut dire ce qu'on veut. Ils ont eu une période en février où je les ai trouvés, mais vraiment nuls. Lents, vieux, sans panache, sans peps et sans inspiration en attaque. Là, derrière, vous avez un Aldridge qui se retrouve dans une espèce de position type à la Dunkel, c'est-à-dire qu'il a des balles poste bas et il joue. Et vous savez à quel point Aldridge, quand il est à peu près bien luné et que son fadeaway marche bien, il est totalement inarrêtable. Allez arrêter, c'est comme Nowitzki, allez arrêter des mecs de 2-10 qui tirent comme ça, là, avec des bras incroyables. Donc voilà, Aldridge a été très fort, il a battu son record en carrière, c'est pas rien. Et surtout, ils ont enchaîné les victoires pour se replacer. Donc bravo à Aldridge, qui est clairement, pour moi, le joueur de la semaine. 45 points justement d'Aldridge, là, de son record dont tu parlais face à Utah. Est-ce que, en plus, face à Utah, dans un match en prolongation, donc fallait le prendre celui-là. Est-ce que c'est dû au marasme à côté où il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui sorte du lot? Parce que c'est sûr, c'est qu'il n'y a pas grand monde autour de lui qui arrive à step up un petit peu, même si Pogazol hier a été plutôt bon. Pogazol a été bon face aux Bucks. Ce qui me fait marrer, c'est qu'on se souvient que quand la Marcus Aldridge était agent libre, l'une des premières conditions qu'il voulait mettre, notamment avec les Knicks, ça s'était pas fait à cause de ça, c'est qu'il voulait pas jouer.
pivot. Aujourd'hui, mon ami, il joue pivot et à la mine en plus, parce que c'est finalement l'évolution qu'on a par rapport à ce qu'il était à Portland et un petit peu au début au Spurs, c'est que là, il va au charbon. Je trouve un petit peu plus. Il va au rebond, il va au rebond, il va au charbon, il se rapproche un petit peu plus du cercle et ça peut expliquer un petit peu son record, ses records en carrière. Maintenant, il a compris l'importance de son rôle chez les Spurs. Bravo à lui. Mais j'ai l'impression qu'il masque un peu trop les failles de l'attaque des Spurs. Maintenant, il lui manque clairement son alter ego Kawhi Leonard. Est-ce que ça va suffire seul? Moi, je trouve que c'est bien pour lui individuellement. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des nouvelles pour les Spurs parce que ça masque tellement de manque en attaque. C'est lui, son jeu, bon, le leader désormais. C'est pas un leader vocal après. Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'au final, il marque des points, c'est un leader technique, mais l'équipe, on a l'impression que c'est toujours pareil, que l'absence de Leonard et puis le problème apparemment de vestiaire, puisque on ne comprend pas tout dans ces histoires, pèse. Est-ce que lui est capable de sortir les Spurs? Moi, je pense pas qu'après, ça soit... comme tu dis, leader technique, il va mettre des points. On l'a compris, il l'a montré sur le terrain et par le jeu parce qu'il ne peut pas faire autrement par la technique, par le jeu, par les stats, par les victoires. Il a dit je suis là, donnez-moi la balle, je vais vous amener en playoff. Et en playoff, ça sera donnez-moi la balle, je vais vous faire passer les tours. Pas sûr ça. Oui, non, bien sûr, mais bon, les tours, dans l'idée. Maintenant, moi je te dis, j'ai un gros problème avec Dejounte Murray hier soir. Je le trouve à l'envers, mais c'est pas. C'est un joueur de basket dès qu'il est à plus de 5 mètres, mais pas tirer, il peut pas marquer le gars. Ouais, mais il n'y a pas que pas marquer, il y a les choix et tout. C'est important. Et puis derrière, il manque Pau Gasol, je te dis, est plutôt juste, mais et puis on en revient à ce problème depuis 2-3 ans maintenant. C'est dès que ça charbonne, Aldridge, il a beau se sublimer pour aller se battre, on le voit beaucoup, on l'a vu face à Utah. Face à Utah, moi, il m'a impressionné. Face à Utah, il a impressionné. Franchement, mais après, tu vois, il se surpasse. Est-ce que tous les matchs, il peut faire ça? Aujourd'hui, la Marcus Aldridge est obligé de se surpasser pour emmener les Spurs avec lui. Il peut plus se reposer, être un peu dans le confort. Mais ça, après... mais des fois, ta star, elle a besoin de se reposer, lui, il peut pas. Ouais, mais attends, la semaine dernière, on disait justement, c'est le moment de la saison où on fait jouer les mecs 40 minutes, il faut tout faire pour gagner des matchs. Moi, ce que je vois, ouais, mais hier, ils perdent, c'est intéressant qu'on en parle, mais ce que je veux dire, c'est que sur la série de victoires, ils l'ont remis, donc il revient de blessure, et il dit, je vais vous prendre sur mon dos. Il l'a fait en ayant par moments des excès au tir. Je me souviens, je sais plus quel match on a vu ensemble, où il est à 10 sur 28, là, un truc comme ça. Moi, j'aime, au bout d'un moment, que les stars des franchises, surtout quand l'autre star n'est pas sur le terrain, prennent les choses en main pour le pire ou pour le meilleur. C'est aussi ça la NBA. C'est les mecs qui sont très très forts. Et là, il était très fort dans une période où son équipe en avait énormément besoin. Résultat, ils sont en course. Ils vont se qualifier en playoff, parce que là, je pense qu'ils sont en plein dedans, avec un bilan de 43 victoires. Franchement, moi, j'ai été ébloui. J'étais agréablement surpris par cette réaction d'Marcus Aldridge qui nous avait pas habitué ça depuis son arrivée aux Spurs. Après, le pendant de ça, c'est que finalement, c'est très prévisible comme attaque. Et hier, j'ai bien aimé l'adaptation défensive des Bucks qui ont beaucoup alterné sur lui. On sait que sur le poste bas, ils sont venus doubler par moment. Ils ont alterné entre John Henson, Ton Maker et parfois Jabari Parker aussi. Ils ont alterné les mecs sur lui. Et ça, en playoff, on sait qu'il va être beaucoup plus ciblé, notre ami. Alors oui. Après, tu parles de playoff. C'est déjà ça. Il y a 2 semaines, c'est pas ce qu'on disait. Moi, je veux bien. Enfin, il faut prendre par étapes. Déjà, c'est pas fait encore les playoffs. Moi, je reste persuadé qu'ils sont encore en danger. Hier, moi, je les trouve fatigués. Et je te dis, alors, par rapport à la semaine dernière, il y a 2 semaines où on a débattu que les Spurs n'iraient éventuellement pas en playoff, il y a eu du grand Lamarcus Aldridge. Mais est-ce qu'il va tenir encore les 2 semaines qui tiennent comme ça? Quand je vois que les équipes s'adaptent sur lui, sur le post-up, on essaie de le couper beaucoup plus de balles, même si hier il est encore bon parce qu'il va beaucoup plus chercher ses paniers. Il faut qu'il y ait un mec à côté qui step up. Et pour l'instant, je vois personne. Il y a eu Pau Gasol hier, mais finalement, c'est presque des choix de dire je préfère que Pau Gasol nous punisse que toi, tu nous en mettes 40. Ginobili a aussi fait des bons matchs dernièrement pour la série de 6 victoires. Ils ont essayé d'aider, mais en effet, on a l'impression qu'il est un peu seul au monde. Il est seul au monde dans un effectif qui se retrouve quand même en défense, tu vois. Vraiment, moi, c'est un contraste en 3 semaines. Parce qu'en fait, alors, pour tout vous dire, on a été surpris par la zone match-up hier des Spurs sortis de nulle part, sauf qu'elle a marché. À un moment donné, pour moi, ils sont en back-to-back, ils sont KO. Ils sortent d'un match en prolongation contre Utah avec une fin de match incroyable de Donovan Mitchell qui les repousse jusqu'en prolongation. Et tu te retrouves là, alors que les Spurs un peu fatigués, tu joues les playoffs jusqu'au bout et tout, et tu es à 2 doigts de le prendre, ce match contre des Bucks qui sont censés être meilleurs intrinsèquement quand il manque Leonard. On en parlait avant l'émission, je suis pas d'accord, ils sont à 2 doigts de le prendre. Ils sont à 2 doigts d'accrocher une prolongation. Et de le prendre, alors. Ce qui aurait été un miracle aux yeux de la physionomie du match. C'est bien ce que je te dis.
Après, oui, la zone match-up, ça bricole. Et j'ai échangé avec un mec sur Twitter ce week-end et on est d'accord sur le terme, on bricole. Ah, ça, et au bout d'un moment, bien c'est sûr. bien de bricoler, mais ils bricolent beaucoup trop et depuis beaucoup trop longtemps, surtout les Spurs. Mais quand on a, en sortant un tout petit peu de la Marcus Aldridge, tu dis bricole beaucoup trop. Quand on a quand même des joueurs d'expérience, des Tony Parker, des Ginobili, Tony Parker, Gasol, qui est quand même etc. un meneur référencé, futur Hall of Famer, 4 fois champion NBA. Quand on attaque, elle est nulle, il n'y a pas de rythme, et que tu as un pseudo-athlète qui n'arrive pas à jouer un peu juste, à sentir un peu les coups à part sur transition, et que Tony Parker joue 18 minutes, et encore, c'est peut-être le top de son temps de jeu sur les 10 derniers matchs, et que Il y a un moi, je problème, comprends pas. Et que Parker, il joue pas les fins de match. Et hier, quand on voit des gens témérer, il monte la balle, il reste 10 secondes, il se fait montrer, il sait même pas ce qu'il doit faire. Alors Popovic lui fait un geste, il comprend pas. Peut-être qu'on devrait aussi, pour aider aussi des gens témérer, impliquer un peu plus Tony Parker, parce que là, il est vraiment juste là pour le faire souffler. Comment c'est possible Bon débat à venir jeudi, je pense. Ouais. Et comment c'est possible justement que Popovic soit un petit peu, fasse confiance à des joueurs plutôt que d'autres? C'est des choix de franchise beaucoup plus global, de contrat, de choses là, parce que c'est Moi, étonnant. en fait, alors vraiment, on fera un débat jeudi sur Tony Parker avec Steph, je pense, parce que c'est intéressant. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de revivre ce qu'a vécu Tony Parker au début de sa carrière. Je suis pas du tout d'accord avec Tu ça. peux ne pas être d'accord, en tout cas, je vais aller au bout. J'ai l'impression que les Spurs voient en Dejounte Murray un véritable potentiel. Moi, depuis le début, D'accord, ce serait ça l'idée. je vois Mais vous en parlerez. un joueur NBA. De là à dire que c'est un potentiel genre Tony Parker, j'en pense pas une seconde. J'y pense pas une seconde. En attendant, Mais ce serait le l'idée. mec, il est conforté dans son rôle de meneur titulaire qui finit les matchs. Moi, je trouve ça étonnant, mais on est en train de. Voilà, l'histoire se répète avec un jeune Tony Parker à l'époque. Ce serait un Mais alors, process de un ce jeune style. Tony Parker à l'époque, mais derrière, avec lui, sur le poste de meneur, il n'y avait pas un mec 4 fois champion NBA. mais il y a un futur Hall of Famer. Il y avait Terry Porter. mais il y avait un vieux meneur à l'époque. Il y avait Daniels. Ouais. Donc, ouf. Un vieux meneur. C'était Bah, pas un Tony vieux Parker. meneur, Daniels, à l'époque. Non, je parle de Terry Porter. qui était titulaire à la base. Oui, d'accord, mais c'est pas ce qu'a fait Terry Porter aux Spurs. En plus, c'est incomparable avec ce qu'a fait Tony J'entends, Parker. mais c'était un vieux meneur. Moi, je C'est pense un que constat, quand on moi, attaque, en plus, l'attaque des Spurs, c'est assez rare pour être souligné. Elle est dégueulasse, il n'y a pas de rythme, ça court assez peu. Eh ben, je trouve que tu peux amener peut-être un peu Tony Parker pour amener de la justesse. Alors, hier, c'est le contre-exemple parfait parce qu'il rentre Tony Parker, il n'est pas bon. Mais quand tu fous des mecs comme ça, tiens, ben, rentre 3-4 minutes, mets-moi un peu d'ordre. Non. Installe-le, file-lui un vrai rôle. Et Tony Parker, alors c'était bien beau depuis qu'on l'a mis sur le côté. Tu dis, parlera tu jeudi, Erwan. vas sortir On du parlera banc et jeudi tout. de ça. Oui, mais bref, tu vas sortir du banc et tout. Mais au bout d'un moment, si c'est pour lui filer des minutes de merde sans lui filer un vrai rôle, ils ne le respectent pas. Ils vont Bon. le payer. Très bon teasing pour bah, clairement. l'émission de jeudi comme ça. Là, Si vous vous parlez avez, de Tony Parker, où on parle, on n'en parle pas. hein. si Bah, vous on en avez- parle non, jeudi. non, mais c'est intéressant. Ça fait partie aussi du problème Aldridge de voir ce que fait Parker. Donc on était obligé un petit peu d'en parler. Vous en parlerez plus longuement jeudi. N'hésitez pas sur firstteam.fr. Commencez d'en parler aussi. Ils rebondiront sur vos commentaires. Tout de suite, on a un gros débat. Doit-on avoir sérieusement peur pour les Warriors avec toutes ces blessures, tout ce qui se passe? Stephen Curry out 3 à 6 semaines. C'est le débat. Wow, here we go. Uh-oh. He went right over Bryant. Il était de retour de blessure, Stephen Curry. C'est à nouveau blessé, cette fois au genou. Vendredi, il est opéré avec succès, mais il est désormais out pour 3 à 6 semaines. C'est-à-dire qu'il ne sera pas de retour avant le premier tour des playoffs, ce qui pose problème donc dans On va le la... rater même, c'est ça. Il paraît qu'il Ouais, pourrait le avant la rater. pourrait rater fin le du premier premier tour tour. Son coach dit que dans tous les cas, il ne sera pas là avant. Lui, il dit que ça pourrait se faire plus vite que prévu. Ouh là là, il y a des problèmes dans la maison aux Warriors. L'important, on va pas se mentir, c'est que Steph Curry soit là pour les finales de conf. Donc on imagine un retour pour les demi-finales. Mais l'important, la croix, le rendez-vous est pris en finale de conf. On imagine que ça sera contre Houston. On espère que ça sera contre espère, Houston. Mais moi, j'ai envie d'être un peu inquiet. J'ai envie d'être un peu inquiet parce que la saison des Warriors, donc ils vont pas finir premiers. Il y a eu des blessés, il y a eu des absents, il y a eu quelques petits couacs, petits matchs lâchés à droite à gauche. Je suis le premier à dire qu'ils connaissent la chanson pour aller en finale NBA et pour gagner un titre. Maintenant, c'est bien de se mettre des petites piqûres des fois et de se dire attention. Il y a peut-être danger. L'année dernière, Kevin Durant, à peu près la même période de l'année, avait été blessé. Et les Warriors, on était inquiets aussi, avaient enclenché le mode playoff. Et sans Durant, ils avaient régalé jusqu'au retour. Et après, on connaît la suite. Donc, je pense que c'est peut-être un mal pour un bien. En tout cas, il va falloir qu'ils s'y mettent un petit peu avant les playoffs, en mode playoff, nos amis les Warriors. Là, il y a eu beaucoup de blessés. Les 4 titulaires parfois en même temps, comme hier soir, Curry, Thompson, voilà, etc. Alors, à l'arrivée, est-ce que finalement, ça peut les fragiliser dans le jeu? Parce qu'on dit qu'ils sont habitués, ils savent faire. Enfin là, c'est colossal. C'est toute l'équipe qui n'est pas là. Alors bien évidemment, comme pour toutes les équipes de tous les sports du monde, T'enlèves on la star. t'enlève ton meilleur joueur,
ton deuxième meilleur joueur, ton troisième meilleur joueur, ton quatrième meilleur joueur, tu as du mal à gagner des matchs ensuite. Bon, alors là, on va parler de Stephen Curry, qui est peut-être pas le joueur le plus talentueux de l'effectif, mais en tout cas le joueur qui a le plus d'impact sur son équipe. Et ça, c'est quand même un truc qui, après la dernière finale, était plutôt difficile à prévoir pour cette saison. On a regardé avec Monsieur Stagiaire des stats un peu avancées pour s'apercevoir à quel point Steph Curry était important pour son effectif. Alors d'abord, il réalise une super saison. 26 points, 6 passes, 5 rebonds, premier au PER, donc le level américain, on va dire, donc premier de NBA. C'est pas rien, pendant que Russell Westbrook, par exemple, est pas loin de faire un triple-double, deuxième au win-share, donc c'est des Warriors, pardon. C'est lui qui c'est son pourcentage de victoires, en tout cas, les victoires qu'il pourra apporter dans son équipe chaque saison. Donc, ça sur montre les stats ça, en avancées, fait, clairement, il est son importance. très important. Il est très important. Quand vous vous intéressez au net rating, donc les moments où il est sur le terrain, la différence entre l'attaque et la défense est toujours à des plus 15, plus 16, plus 17, ce qui est très élevé pour un seul joueur dans un effectif. Steph Curry aujourd'hui, de par ses qualités, on les connaît, hein, évidemment son adresse, la faculté qu'il a à tirer de 25 mètres, à aller au cercle et aussi à servir les autres, il est primordial dans cet effectif-là et on le ressent aussi sur ses coéquipiers, comme KD par exemple. On voit justement la vie avec Curry, la vie sans Curry, c'est 41 victoires avec lui, 13 pour 8 défaites. Est-ce que finalement l'importance n'est pas plus colossale que ce qu'on pense veut bien croire. En tout cas, là, quand on regarde ces chiffres, clairement, on se rend compte 13-8, c'est une équipe qui se bat pour se qualifier pour les playoffs, hein, j'ai envie de te dire. Clair, clairement. Ouais. 41-10, c'est une équipe qui joue le titre. Et puis 118 points, 119 quasiment marqués, pour 105 marqués sans lui. Non, il y a un vrai impact de Steph Curry. C'est lui le meneur, c'est lui qui crée peut-être le plus pour les autres dans cette équipe. Et après, bon, voilà, il gave Durant et Thompson. Et je te dis, il crée même plus que Draymond Green, qui est plutôt qui joue pour les autres. Donc, surtout ne sous-estimons pas l'impact de Steph Curry et son absence pour les Warriors. Est-ce qu'il y a une erreur de Steve Kerr dans la gestion sans Curry? C'est-à-dire qu'on a vu mettre donc titulaire le petit Queen. Est-ce que, quand on sait qu'il y a l'expérience de Livingstone, c'est Mako sinon qui pouvait jouer, est-ce que Livingstone, il est dans un rôle de sortie de banc. Moi, je trouve ça plutôt intelligent de la part de Alors Steve attends, Kerr. je retourne ma question et tu y réponds. Vous qui avez joué, vous êtes option numéro 2 et 3 sur un poste. Il y a le numéro 1 qui se blesse et derrière, on ne vous met pas à vous, mais on va chercher un mec complètement inconnu. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? C'est une bonne question. Non, mais c'est une très bonne question et je vais te répondre. Je pense que chez les Warriors, il y a des rôles qui sont très bien définis et je crois que le rôle de Livingstone il est très bien défini. Livingstone aujourd'hui, c'est le backup par excellence. Alors évidemment, il peut starter sans problème, mais mettre peut-être un petit foufou qui va mettre du jus, qui va mettre des points pour commencer le match et ensuite remettre Livingstone pour amener un peu de sérénité. Ça marche comme ça, c'est avec les Warriors. Ça aurait pu marcher différemment. Il aurait pu effectivement mettre Livingstone et sortir le petit, mais il le voit à l'entraînement, il voit les qualités qu'a ce mec-là. Et en plus, quand je vois ce qu'a fait le petit Cook et Livingstone derrière en backup, je me dis que finalement c'est Steve Kerr qui a eu raison d'appliquer cette formule-là. Alors juste pour le kiff, Quinn Cook sur les 5 derniers matchs, il est juste à 20 points, 5 rebonds, 5 passes. Hein. Donc des stats à la Steph Curry, puisqu'il est aussi à 51% à 3 points. Donc le gars, alors on le savait, c'était un bon joueur à la fac, il s'était fait remarquer, il n'a jamais trouvé de place en NBA. Et souvent on dit qu'il y a des mecs comme ça qui sont sous les radars, mais dès qu'ils ont une chance, ils la saisissent assez rapidement. Bah là on est en plein dedans. En plus c'est aux Warriors, en plus c'est à la place de Steph Curry. Surtout c'est un scoreur. Livingstone c'est pas un scoreur, il est capable mais c'est pas un scoreur. C'est un mec de post-up, c'est un pivot. C'est un mec de post-up qui a fait jouer l'équipe, c'est un fort défenseur. Tu perds Curry, il le voit le petit à l'entraînement, il met des pantons de partout, il fait. Je fous un scoreur sur le poste de meneur pour mettre du rythme, pour qu'on impose de notre philosophie de courir, de mettre des paniers, de créer. Et derrière, et finalement, c'est peut-être ça c'est peut-être avec cette formule-là qui se rapproche le plus de la formule avec Steph Curry. Clairement, donc c'est vraiment ça. Mais attention, après ta question elle est très bonne parce que un coach il aurait peut-être fait différemment, mais c'est aussi ça la force des fois des Warriors de faire des choses là où on les attend pas. De toute façon, et surtout quand ça marche. On sait à quel point les coachs aiment avoir des plans de jeu et en NBA, je pense que c'est après le foot US, avec leurs idées. Ouais. Voilà, après le foot US, c'est vraiment l'endroit où il y a le plus de plans de jeu établis. Et avoir Sean Livingstone en sortie de banc, c'est l'ADN des Warriors maintenant. Donc d'avoir un mec dans les pas de Steph Curry, c'était très intéressant. En tout cas, je veux juste dire le 5 majeur hier, parce qu'il est quand même incroyable. Hein. Donc Quinn Cook à la main, Patrick Mako à l'arrière, Nick Young en poste 3, Kevin Looney poste 4 et Javal Magui, le seul titulaire de l'effectif finalement, qui est dans le 5 majeur. Tu vas pas en playoff avec ça. Hein. Tu vas pas en playoff avec ça, je te confirme. Tu te fais très peur. Les Warriors, on dit danger pour les Warriors. Le seul vrai danger, c'est lequel? Alors, c'est pas pour se qualifier en playoff. C'est d'abord les blessures. C'est le premier danger. Il y a les blessures, mais si Steph Curry, voilà, le vrai danger, c'est de ne pas arriver à 100% face aux Rockets, parce que je crois, et c'est là le vrai danger 14 avril, et la vraie inquiétude. Les playoffs, ils vont y aller. Premier tour, ils vont passer. Deuxième tour, j'ai même te dire qu'ils vont passer. Par contre,
face aux Rockets. Est-ce que, et là c'est moi qui vous pose une question, je me fonds un petit peu dans la tenue de Thibaut, d'ailleurs je la veste. Est-ce que les Warriors peuvent taper les Rockets sans Steph Curry? Elle est là la bonne question. Elle est là le vrai danger. Parce que le danger, ça veut tout et rien dire. Mais moi le danger, et c'est pour ça quand on a fait cette émission, est-ce que les Warriors, il y a danger sans Steph Curry pour battre les Rockets? Il y a évidemment danger sans Steph Curry, ce serait incroyable de ne pas dire ça. En attendant, il y a un homme dans cet effectif qui pourrait prendre le leadership. Et c'est évidemment Kevin Durant qui est le meilleur joueur d'effectif. En tout cas, l'année dernière, lors des finales, c'est lui qui a été le meilleur joueur. Et nous, on a en plus ses stats, regarde. Sur la saison, il a plus de 26 points, 5 passes, presque 7 rebonds en 60 matchs, dont 15 matchs sans Steph Curry. Et là, donc forcément, il step up, plus de 30 points par match, 8 rebonds, presque 6 passes. Donc moi, je me projette. Et allons très loin, disons que Steph Curry ne se remet pas bien de son... C'est comme une entorse du genou plutôt grave. On sait à quel point il est fragile, ses ligaments, soit cheville, soit genoux, sont plutôt fragiles. Donc, admettons qu'il ne soit pas là avant les finales NBA et tu te retrouves face aux Houston Rockets. Moi, j'ai envie de te dire qu'avec ce gars-là, et avec l'effectif, l'expérience, alors ils seront peut-être moins forts, mais avec le talent que ce mec-là, ils sont capables de taper n'importe qui, même sans Steph Curry. Je suis assez d'accord avec toi. Mais on en a parlé tout à l'heure en début d'émission avec la news sur les Rockets. Après, les Rockets, eux, pour le coup, ils n'ont pas de blessure. Ils sont dans une confiance ultime. Ils le disent, ils le montrent, ça se voit. Et je te dis que sans Steph Curry, la tâche pourrait être bien plus compliquée. Et on pourrait, quoi qu'il arrive, assister pourquoi pas, à une surprise. Et puis, je me rappelle aussi que Steph Curry, il y a 2 ans, l'année où ils perdent contre Cleveland, il rate le début des playoffs et il revient, on se souvient, contre Portland. Il est très fort, il avait été très fort sur ce tour-là. Beaucoup moins fort en finale, et peut-être qu'on avait trouvé. À l'époque, on avait dit suffisance, passe dans le dos et tout, mais peut-être qu'il manquait aussi. On avait peu dit à l'époque, peut-être qu'il manquait de rythme. On avait dit qu'il était blessé, hein. Il était un peu blessé contre. Mais c'est vrai que en finale de conf, et en finale, il n'a pas joué à 100%. Il n'était pas à 100%. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. On voit bien que là, il n'y avait pas encore Durant à l'époque, mais que Steph Curry, qui n'est pas à 100% dans les finales de conf et finales NBA, on ne retrouve pas le même Steph Curry. C'est vrai que s'il revenait, on ne sait jamais que pour une finale de conf contre Houston, on peut se dire que c'est pas un cadeau non plus de revenir de blessure sur. Ah mon gars, tu déboules. Pression maximale. T'as pas joué depuis 2 mois, tu déboules sur la gueule. Ah ouais. Va défendre sur James Harden après. À l'arrivée sur le sujet, y a-t-il danger pour les Warriors? Il y a un sondage, il y a une question sur les réseaux sociaux de la First Team sur le site first-team.fr. Si vous ne connaissez pas, allez y faire un tour. Alors on a ce que tu veux, Polo, le sondage, les commentaires qu'on a sélectionnés pour cette émission. Le sondage justement. Alors, Steph Curry blessé, les Warriors en danger donc pour le titre NBA pour les playoffs. C'est partagé. Hein. Ah ouais, il y a une hésitation, 54% non. Et dans les commentaires, donc l'avis avec et sans Curry, tout dépend de la période d'indisponibilité. On le rappelle, Curry lui annonce qu'il reviendra 3 semaines. Steve Kerr, lui, 6 semaines. Donc voilà, à vous de croire celui que vous voulez. Je ne crois pas que cela soit un danger. Certainement entre les deux. Par contre, il faut que Curry soit rétabli pour la finale de conf. Ça devrait largement le faire. Les Warriors ont une profondeur assez importante pour s'en sortir au premier voire second tour. C'est un peu ce que vous venez de dire. D'accord avec Mac, comme souvent avec notre ami. Hein. Le meilleur pote du stagiaire aussi. Il a pas le défenseur. Tranquille. La First Team, Maxman. Ouais. Autre commentaire dans la foulée, Team D Forever. Je ne pense pas que pour les premiers tours, il y ait de soucis. Les Warriors ont vraiment besoin de Curry ensuite. Après, s'il tombe sur OKC, on ne va pas les prendre à la légère. Ça, c'est vrai que ce sera coriace. Et puis contre les Rockets, Curry sera quand même essentiel vu l'armada texane, sous réserve que les Rockets soient bons en playoff, ce qui n'est pas arrivé l'année dernière à l'image d'Arden. Juste là, justement, ce qu'il dit, pour rebondir, vous avez un doute sur les Rockets Non. Dans cette année. Moi, j'en ai aucun. Moi, j'ai un doute. Moi, j'ai aucun doute. Par contre, alors, pour moi, je les vois en finale de conf, quand je vois ce qu'ils proposent. Et puis l'année dernière, ils sont pas mauvais en playoff. Ils ratent les 2 derniers matchs. Il manque de gasoil. Harden est un peu seul à la création. Et je trouve qu'ils ont appris. On apprend des défaites. On a trop tendance à tirer à boulet rouge quand les mecs perdent. Mais l'année dernière, c'était une évolution logique de la part des Rockets, et je trouve qu'en plus cet été, ils ont plutôt bien pensé. Ils ont des soldats qui n'avaient pas l'année dernière, et puis ils ont un Chris Paul autour de la création, et nous on les a vus cette année quand même, Thomas, et on le voit les matchs aussi sur le League Pass, qu'au niveau de la création, Harden, il est beaucoup moins seul. Moi, je pense que non. Moi, j'ai aucun doute sur les Rockets en playoff. Ça fait quand même 3-4 ans d'affilée qu'ils y vont. Ils ont des certitudes, c'est clair. C'est la meilleure équipe de saison régulière. C'est clair. Moi, j'ai d'énormes doutes, puisque mine de rien. Mais c'est quoi les doutes pour battre les Warriors? Pour aller en finale, oui. Tu penses qu'ils peuvent se faire accrocher au premier? Je vais te dire mes doutes. Mes doutes sont simples. J'ai un Chris Paul qui est une superstar, l'un des tout meilleurs joueurs de tous les temps, même, mais qui n'a jamais joué de finale
de finale de conférence, donc doute, puisqu'il n'a jamais passé ces tours-là. Donc moi, jusqu'à preuve du contraire, je ne sais pas. Et de l'autre côté, j'ai un James Harden qui nous a habitués à être très bon en playoff et d'avoir des baisses de régime comme seul LeBron peut en avoir, j'ai envie de te dire. Chris Paul, l'année où il doit aller en finale de conf, il doit y aller, il perd contre qui? Je sais pas, contre Houston, contre Casey, contre qui? Il y avait déjà des mecs. C'était Harden, Capella. Donc, moi je te dis, cette équipe-là, moi j'aime avoir des certitudes. En tout cas, j'ai des doutes tant que je n'ai pas vu comme sur Madaka. Moi, un mec qui va pas en finale, qui est jamais là en finale, une équipe qui n'est jamais là en finale NBA, tu vas pas me dire, c'est sûr, ils vont y aller. C'est ça que je veux dire. Ben si, on avait cette impression-là avec les Warriors. La première fois, ils y vont en finale. Donc cette année, moi je te dis. Il y avait beaucoup moins de concurrence. Il n'y avait pas de concurrence. Je ne te dis pas que les Rockets ont moins d'expérience que les Warriors, évidemment. C'est compliqué d'avoir plus d'expérience que les Warriors sur les 4 dernières saisons. Maintenant, ils ont leur vécu et il ne faut pas le négliger. Un vécu où ils ont passé des tours, gagné des matchs compliqués. Ils ont aussi des trucs qui leur sont restés en travers de la gorge. Et je pense notamment à ce contre de Gino sur Harden. Je pense à cette élimination où l'année dernière, on avait l'impression que les Rockets avaient les Spurs dans la main et finalement, ça ne s'est pas fait. Tout ça, c'est frustrant, mais ça t'aide à revenir meilleur. Et regarde la preuve cette saison, ils sont revenus bien meilleurs. Donc les Rockets vont taper les Warriors? Non. Parce que c'est quoi quand tu me dis j'ai des doutes en playoff sur eux? C'est quoi? Parce que c'est les mecs, s'ils perdent 4-2 en finale de conf, ils ont été nuls en playoff? J'ai jamais dit ça, je te dis que j'ai des doutes. Moi je te parle, je me projette, les Warriors, les Rockets, c'est quoi leur but? Taper les Warriors? Oui. Et ben moi j'ai des doutes sur le fait qu'ils vont pas le faire. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, qu'ils vont le faire plutôt, c'est l'inverse. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Non, mais parce que là quand tu me dis ça, un mec qui déboule aujourd'hui avec un peignoir en soie, en léopard, qui me dit moi je mets 10 000 € sur le code qui tape les Warriors, je vais mettre un 5. D'accord, mais sauf que personne ici sur le bateau a dit ils vont se faire sortir au premier tour. Aujourd'hui, je te dis qu'ils vont leur finale, mais moi je les vois pas encore taper les Warriors. Je rebondis sur leur niveau en playoff. Qu'est-ce que ça veut dire leur niveau en playoff? J'ai des doutes sur les grands moments de finale de conférence. Toronto qui se fait sortir au premier tour, effectivement, on a des doutes sur leur niveau en playoff. Et les Rockets, c'est quoi? Moi je sais. Je pense qu'ils ont des armes, c'est des outsiders déjà. Quoi qu'il arrive, même s'ils finissent premier, ça reste des outsiders. Je pense qu'ils ont des armes pour vraiment contrer ce que vont faire les Warriors. Maintenant, ça va être une finale, l'une des plus ouvertes à l'Ouest depuis pas mal de temps. Et ben voilà, génial, profitons. Qui a dit le contraire? Notre ami dans les commentaires. Je ressens sur Steph Curry, mais tu parles d'outsider pour les Rockets. Si Stephen Curry, on va voir le dernier commentaire là qu'on a sélectionné sur First Team, n'est pas de retour au niveau, parce que très souvent quand tu es blessé, il faut refortifier ses muscles, c'est vrai, avant de revenir jouer. Donc je me demande s'ils n'ont pas légèrement précipité son retour. On rappelle qu'il a été blessé à la cheville, il revient, il prend un mec de 2-15, il se prend McGee sur le genou et rideau. Dans tous les cas, personne n'aurait pu imaginer que McGee tomberait sur son genou. Il serait mieux de commencer les playoffs sans lui pour qu'il soit en super forme. C'est ce qui va arriver dans tous les cas. De toute façon, les playoffs, le premier tour, ça sera sans lui, mais bon, il y aura pas. Mais de toute manière, après, alors juste avant de parler de Steph Curry, on l'a vu vite fait passer l'image. Javal Magui, c'est un bon teubé, hein, parce que sur l'action, il fait n'importe quoi. Il saute comme s'il y avait des mouches et il retombe patata. Il a 2 doigts de se faire une cheville. Il tombe sur le truc. Ah bah regarde, tiens, on la revoit. Ça veut rien dire ce qu'il fait, gros. Il saute. Alors que l'autre, il est même pas commencé sa feinte. Gros, j'ai jamais vu un truc pareil. Honnêtement, c'est une vraie action. C'est catastrophique. Alors, tu peux la rejouer après Polo si elle ralentit tout. C'est un idiot du village. On fait très peu de palettes. On va en profiter. Ça me choque. Tu peux la rejouer plein pot, Polo, s'il te plaît. On va l'analyser un peu. Tom dit qu'il fait n'importe quoi, il fait vraiment n'importe quoi. Il vient dans une aide qui n'a pas lieu d'être. Il saute sur son propre coéquipier. Non, mais c'est catastrophique. Et c'est sûr il blesse la star de son équipe. Regarde, Kevin Looney. Regarde, Kevin Looney ne mord pas à la feinte. Kevin Looney ne mord pas à la feinte. Donc Kevin Looney, qu'est-ce que tu fais d'ailleurs? C'est quoi? C'est Muscala? Ouais, je crois que c'est Muscala. Oui, c'est Muscala. Ouais, d'accord, donc il mord pas à la fin. Donc Looney est bien et tout. Qu'est-ce que tu viens faire? N'importe quoi. Et puis glisser en arrière alors que Curry n'a pas bougé. Et puis surtout derrière, tu blesses Stephen Curry. Comme ça, tout va bien. Bravo, belle. Ce qu'on appelle une action clutch de James Harden en finale de conférence. Voilà. Bon Blair là sur le coup, belle défense. Je suis leur fait de la palette, ça me donne envie de faire des palettes. Oui, c'est trop bien. Ils ont intérêt à bien s'entendre quand même, parce que là. Oui, bah après, il n'a pas fait exprès. Non, mais bon. Il a 8 ans et demi de mental dans le basket aussi. Bravo, passons. Bon, la vie en résumé avec Stephen Curry, danger. Je pense qu'un Steph Curry, oui, il y a danger et je me projette sur les finales de conférence, pas avant. Moi, je vois une équipe, les principaux concurrents des Warriors sont les Rockets. Tout va bien, pas de blessés, ça gagne, ça a le sourire, ça met des branlés, il y a la manière. Et je vois une équipe qui perd son meneur, l'une de ses méga stars de l'équipe. Donc, s'il n'est pas à 100%,
oui, il y aura une forme de danger. Et surtout que cette finale, on veut que les deux équipes soient à 100%. Tout à fait. Donc petit danger, et voilà, petit danger pour les Warriors, mais on va voir comment ils vont réagir sans lui. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que Houston va taper les Warriors, surtout s'ils affichent un 5 majeur avec Patrick Mako, Quinn Cook, Kevin Looney, Nick Young et Bon, là, il n'y Jamal aura pas de McGee. doute. Bon, on a répondu à la question. N'hésitez pas à continuer de commenter pour nous dire ce que vous en pensez. On a passé le sondage, on a passé les commentaires. C'est le grand moment là. Élise, où es-tu? Élise va arriver pour le Campus Break nous parler de la NCAA parce que la March Madness arrive à ce moment clé. Le Final Four, c'est maintenant. Élise Boila, comment vas-tu pour Ça ce va très bien, Final et vous? Four? C'est parti pour le show. Ça va, nickel, Thomas. Et c'est une petite private joke. Non, parce on est sur Instagram et on regarde un compte avec 2 chiens, un chat et une marmotte ou je sais pas ce que c'est et ça nous a régalé. Bref, voilà. Voilà, Très important. bien. C'était Très important de le important. partager avec vous en tout cas. Déprimé. Quoi. Moi aussi un petit peu là. En un jingle, ils arrivent à mater Instagram. Enfin, en tout cas, Élise, tu as des choses plus importantes à nous raconter. C'est ça, ce week-end, c'était la fin de l'Elite 8 qui qualifie les équipes pour le Final Four. Villanova a éliminé tranquillement Texas Tech 71-59 et Kansas a éliminé Duke en prolongation 85-81. Du coup, on connaît toutes les équipes qualifiées pour le Final Four qui se déroulera à San Antonio samedi prochain. Villanova jouera Kansas et Michigan affrontera Loyola Chicago. Et en ce Exactement moment- ton bracket. Exactement mon bracket, exactement. Si Villanova gagne, j'aurai au moins le vainqueur. Et en ce moment, Loyola Chicago, on ne parle que de, je ne sais pas si vous regardez un peu ce qui se passe, c'est une petite université de Chicago, appelée désormais, comme je vous dis la semaine dernière, Cendrillon la March Madness, parce que personne ne les attendait aussi loin. Des joueurs de l'équipe ont même avoué que certaines personnes se moquaient d'eux quand ils disaient qu'ils jouaient en division 1 de NCAA. C'est pour vous dire à quel point personne ne croyait en eux. Ils sont classés 11e seed de la conférence sud de cette March Madness. Je rappelle que pour la March Madness, il y a 4 conférences, sud, sud-est, ouest et midwest, avec 16 équipes dans chaque conférence. Ce qui veut dire que dans leur conférence, il y avait des équipes comme Virginia qui était classée numéro 1 ou encore Tennessee classée numéro 3. Eux, ils sont classés 11e, ils étaient classés 11e sur les 16 équipes de leur conférence et c'était donc une des équipes avec le moins du coup de chance d'aller loin dans cette March Madness et pourtant ils viennent de gagner leur place au Final Four, c'est incroyable. Et la dernière fois qu'ils sont allés au Final Four, c'était en 1963. Ah Je ouais. ne sais pas si vous vous rendez compte, et d'ailleurs cette année-là ils ont remporté le titre. Ah ouais, c'est la vraie belle histoire. C'était incroyable. Oh là là. c'était incroyable, voilà. 55 ans quand même, hein, cette année. 55 ans, non, C'est mais ouf. comment c'est possible? Du Ah coup, ouais. ils deviennent la 4e seed classée numéro 11 de l'histoire à participer au Final Four depuis que le tournoi final de NCAA s'est ouvert à 64 équipes il y a plus de 30 ans. Donc on va retracer très rapidement leur parcours complètement dingue. Ça a commencé la première semaine de la March Madness. Ils ont commencé très fort avec un upset incroyable contre Miami avec un shoot à 3 points au buzzer de Dante Ingram à quelques secondes de la fin du match qui leur donne la victoire 64-62. Ils ont ensuite éliminé Tennessee 63-62 avec un lay-up toujours dans les dernières secondes du match. Puis au Sweet 16 avec un comeback contre Nevada pour au final l'emporter 67-68. Donc vous l'aurez remarqué, ça s'est souvent C'est toujours joué serré, ouais. dans les dernières Incroyable, hein. secondes et le score a été souvent serré, sauf que samedi soir contre Kansas State, ils l'emportent 78-62 lors d'un match quasi parfait. Ils ont tout de suite dominé le match, ils ont déroulé un basket digne des grandes équipes. On a vu une équipe qui connaissait très bien son système, qui se connaissait par cœur, qui déroule son jeu de manière intelligente, avec des passes en bon moment, une bonne rotation de balles qui lui donne des bons shoots ouverts. Voilà, ils ont vraiment joué de manière collective, avec une grosse défense et surtout une grosse envie de gagner hein, sur le terrain, ça se voit. Et c'est toute la ville du coup de Chicago qui ont laissé tomber les Bulls un peu. Bon, c'est pas... Tu m'étonnes. Ils sont très contents de ce choix-là. Et que, C'est une équipe qui est. qui est derrière son là, équipe. on voit hein. la- on voit les on fans, voit là, c'est la l'engouement. folie ouais, à Chicago. C'est nouveau l'engouement pour cette équipe ou c'est Ah oui, c'est une d'habitude équipe, c'est des de losers? mid-major. Non, c'est pas des losers, ils ont quand même été champions de leur petite Ouais. conférence, mais c'est une petite fac comparée à des Duke ou à des Kansas. Quoi. C'est quand même incroyable qu'ils arrivent jusqu'au Final Four. Et qu'est-ce qui a changé, enfin toi qui les suis du coup entre la saison et maintenant là, c'est l'énergie, l'envie, la réussite. Alors oui, je pense que quand tu arrives et que tu as tout approuvé, que tu as cette, c'est un peu, ils ont rien à perdre quoi. Et quand Ouais. ils jouent sur le terrain, ils se disent voilà, on n'a rien à perdre. Et c'est ça qui est dangereux parce que les autres équipes les sous-estiment souvent. Et je pense que c'est une équipe à ne pas sous-estimer hein, pour ce m'étonnes. Final Four. À matos sur le Final Four, c'est qui est en demi-finale du coup? Du coup, tu as Villanova, Villanova, Kansas et Michigan. Loyola State, Loyola Chicago, oulala. Et tu m'as Là, perdu. là, 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 là. C'était pas une question piège, hein? Non, je sais.
Du coup, je sais pas. Donc, du coup, on a vu les fans à Chicago très très contents. Et je sais pas si vous avez entendu d'une petite fan un peu spéciale, Sister Jean, et qui est Sœur Jean. Cette fan de 98 ans quand même, qui travaille à l'église. C'est une nonne qui est la mascotte de l'équipe depuis des années. Elle ne loupe aucun match. Elle fait des analyses après match. Elle a donné son bracket. Elle voyait pas Loyola aller si loin, mais bon. Elle est très contente qu'ils soient allés aussi loin. Elle a même customisé, les joueurs viennent la voir, c'est une vraie, c'est le totem, une vraie star, c'est la vraie star. Elle a même customisé ses petites Nike, je trouve ça trop mignon. Yes. Elle est juste géniale, donc du coup à chaque fin de match, elle se fait interviewer au même titre que tous les joueurs. Elle vit quand même sa 90e année à Gryffondor, et ça c'est quand même fameux. Ils vont faire un film sur Netflix là sur elle, c'est pas possible. Ouais, ça m'étonnerait même pas. Oh. Du coup, Loyola rencontre Michigan en demi-finale à San Antonio samedi prochain. Et donc pour moi, les Ramblers, comme je vous ai dit, ils possèdent tous les éléments en leur faveur pour gagner. Un collectif, un basket bien rodé. Ils sont sur 14 victoires consécutives. Et puis ils ont Sister Jean. Ils peuvent taper Michigan carrément. Donc t'y crois alors? Moi j'y crois, franchement, on verra samedi, mais moi ça me surprendrait pas en tout cas s'ils gagnent. C'est le moment où... Si Chris Webber prend pas de temps mort, ça va passer pour Michigan. Normalement, c'est quand tu t'attends à ce qu'ils gagnent qu'ils perdent. C'est ça. Je me souviens de George Mason qui avait fait un petit peu aussi un parcours il y a quelques années de ça, et assez incroyable. Après, quand tu arrives au Final Four, j'ai l'impression que toute la folie de la March Madness retombe un peu. Il y a vraiment toutes les caméras qui sont sur toi, et c'est toujours très compliqué de confirmer au Final Four, mais en tout cas, c'est très bien à suivre. T'as en tête la date du rendez-vous pour que... Samedi prochain, les deux matchs sont samedi prochain. Ouais. Et la finale dimanche soir. Lundi soir. C'est lundi soir. Pour moi, c'est pas de dimanche à lundi. Je vous confirmerai tout ça sur Twitter. Les matchs, c'est dans la nuit de samedi à dimanche. C'est ça. Et la finale lundi soir. Ok, lundi soir. Très bien. Ça va être top. Ça va être top à suivre sur SFR Sport si vous avez la chaîne. Régalade. Ou sur ton truc, la ESPN qui régale. Ou je peux balancer des petits liens en streaming. Oh là là. Vas-y un peu. Dis rien. Hors la loi. Outlaw. Elise Outlaw. Travis Outlaw. Bon alors, une question? Alors, une petite question. Alors, jusqu'où a été Steph Curry? Combien d'amants a eu Sister Jane? Bah 0, hein. Bah oui, 0, bah oui. 0. Officiel. Vu qu'elle est non. Bah... Bon, c'est pas la question, j'espère en tout cas. C'était pas la question. 98 ans. Jusqu'où a été Steph Curry avec l'université de Elite 8. Davidson, Elite 8. la dernière année de sa... Sweet 16. La dernière année, donc il s'est arrêté à 3 ans, junior. C'est pas ça, Elite 8? Pas Elite 8. Ah ouais, sortir avant alors. Ah ouais? Bah alors avant, premier tour. Hein. Passe pas du tout. Il va pas en playoff. Il va pas en playoff. Ils vont pas à la March Madness. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Eh ben tu vois, comme Trae Young. Mais l'année d'avant, exactement. Mais l'année d'avant, ils avaient été à l'Elite 8. Et juste question piège, ça me fait penser, Loyola, Loyola Chicago. T'as des potentiels joueurs NBA la saison prochaine? Ah non, mais vraiment pas. C'est ça qui est incroyable. En plus, il n'y a pas de. C'est que des mecs qui sont comptables. Si tu trouves un ricain de Pro B, déjà, tu t'en sors bien. D'où le fait qu'ils sont un exploit, quoi. C'est ça qui est incroyable. C'est complètement incroyable. Eh oui. All-Star, pas All-Star, les bonnes, les mauvaises nouvelles de la First Team, c'est maintenant. And Michael has the ball, again guarded by Shawn Marion. The fadeaway. Allez, quelles sont vos bonnes nouvelles de ces dernières heures que vous avez remarquées sur la planète NBA, Elise? On commence avec moi. Moi, mon All-Star, c'est les Pelicans. On les avait enterrés quand DeMarcus Cousins s'est blessé. On a dit, la course au playoff, c'est mort. Au final, je trouve que les intérieurs, ils ont vraiment step up leur jeu. Bon, Anthony Davis, évidemment. L'arrivée de Mirotic et Darius Miller qui a fait du bien à l'équipe. Et puis aussi, on peut mentionner Cheikh Diallo qui a montré de bonnes choses en tant que backup. À chaque fois qu'il est sur le terrain, il apporte de l'énergie. Il a vraiment montré des bonnes choses sur le terrain à chaque fois qu'il avait du temps de jeu et ça fait plaisir. Il fait la paix avec Mirotic. Un bon tonton. Ah, mon gars, il est pas là pour blaguer, lui. Et Maka Okafor aussi. Et Maka Okafor qui est dans le 5, bien sûr. Ton All-Star, ça. Moi, c'est une petite vidéo. Allez, vas-y, envoie. Parce que vous savez qu'on aime le basket. Et je vous pose cette question. Est-ce que vous êtes bon avec votre main faible? Parce que moi, j'ai un tir catastrophique main gauche. Mais alors, vraiment catastrophique. Klay Thompson, il a aucun problème. Alors, certes, il est pas à 3 points. Mais regardez, déjà, il a le même tir main gauche que main droite. Ça, c'est incroyable. Il est clairement ambidextre. Comme Tristan Thompson. Et pourtant, il fait pas la même chose. Mais on sait qu'il est blessé au pouce. Mais moi, j'ai été surpris de la qualité de sa gestuelle main gauche. D'ailleurs, je te pose la question, Erwan, toi, la main gauche. En fait, je sais déjà la réponse, mais main gauche, Erwan, c'est comment? Bah, pour shooter, c'est catastrophique. Pour mettre un lay-up, ça va. Par contre, pour mettre kata. Et toi, mon cher Thibaut? Je suis pas ambidextre encore. Ah, bah, voilà, ni pour écrire, mais ni Tristan pour Thompson est ambidextre. Hein. Il a pas la même forme de tir. Il a pas de doigt. Thompson. Oui, il manque des doigts. Là, on n'est plus droitier-gaucher. On est juste dans des knacky balls, quoi. Ton All-Star. Mon All-Star, moi, c'est les Sixers et Joel Embiid qui me régalent. Eux, ils sont trust the process. Ils sont
en plein dedans, ils sont même en avant, j'ai l'impression. C'est une future grande équipe. Ça parle, ça jack, ça met des dunks, ça casse des gueules. Ça gagne des matchs, quoi. Embiid, ouais, ça gagne des matchs désormais. Embiid, il s'est fait un bugne-à-bugne avec Karl Anthony Towns, ils se sont parlé de tout le match. Il l'a dominé. Voilà, moi j'adore ce que sont en train de faire les Sixers parce qu'ils gagnent des matchs, mais ils sont en train aussi de se créer comme toutes les grandes équipes, une âme, et puis une âme, une vraie culture de la gagne. Et puis ils parlent, enfin j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup ce que sont en train de faire les Sixers. Et je suis ravi de revoir enfin cette franchise sur le devant de la scène. Bravo Jojo, même si tu m'as mis l'un des plus gros F de ma vie dans les vestiaires. J'avais Magali samedi soir aussi. Dans les vestiaires de l'American Airlines Arena. Ah ben non, Magali en fait elle est revenue après. Ah vous savez alors. Il n'y a pas de Magali. Il n'y a pas de Magali. Il y a un truc que j'adore avec Joel Embiid, c'est que tous les autres pivots le détestent. Et ça, c'est bon signe. Il est tout le temps en train d'être. Il n'y a que des rivaux en fait. Sur les réseaux sociaux, il fait ça. On éloigne LeBron qui pote avec tous les mecs de son poste. Et ben lui, il déteste tous les autres pivots. Et ça, c'est une régalade. Sauf qu'il assure sur le terrain. Bah, bien sûr. Mais il assure. Ça, c'est fort. J'avais 2 All-Stars à vous soumettre. Un, le revenant Dwight Howard, 53 rebonds, 50 points en 2 matchs. J'avoue que je l'avais laissé de côté depuis quelques saisons et je me suis dit, oh, il a fait du sale. Et autre All-Star, c'est une fin de match au Brésil. On a la vidéo, Polo. Incroyable. Ce qui s'est passé. Il n'y a pas la vidéo, dommage. Il n'y a pas la vidéo. C'était un super allez voir top, sur les réseaux sociaux, il y a un mail qui n'est pas passé, c'est pas grave. Il perdait de 3 points, il restait 2 secondes. 2 points, je crois, non 2 points. Non, je crois qu'il perdait d'1 point. Non, il avait un lancer franc. Et donc, il était obligé de rater. Il reste. Si tu perds d'1 point, tu le mets. Bah non. Il perdait 3 points. Tu perds d'1 point, tu le mets, lancer, tu vas. Ah oui, tu perds de 2 points, pardon. Donc, tu fais exprès de le rater. Tu perds de 2 points, pardon. Ça part dans le corner. Il se fait une passe à lui-même avec Jean-Michel Larceau. Et vous savez qu'il est chiant. Il va au corner et là. Filoche. Et la filoche qui touche la planche en haut avant de rentrer. Il faut avoir des cojones pour faire ça. Parce qu'il faut être sûr de le. Je pense qu'il n'a pas fait exprès sur la réussite. Oui. Parce que c'est clair. Pas le choix là, tu vois. Mais une des plus belles actions de fin de match qu'on ait jamais vues. C'est des images qu'on voit jamais. Corner avec la planche. Moi j'en ai pris un à Cholet par Vincent Mouillard. Je peux te dire que t'as la haine. Tu m'étonnes. Vincent Mouillard. C'est pour gagner. Bon là on avait un peu explosé. Mais Vincent Mouillard. Il m'a coaché Vincent Mouillard. C'est vrai. Je me rends compte sur une sélection de zones. Les flops, Élise, as-tu des. Moi, mon flop, c'est Memphis qui perd de 61 points contre Charlotte en plus. Vous parlez du tanking jeudi dans l'émission. Ok, le tanking. First Day Show, ça s'appelle. Renseigne-toi un peu. First Day Show, ça s'appelle le jeudi. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai quand même regardé l'émission. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel, non? Est-ce que t'as reconnu les gars? Je vais me prendre une déferlante. C'est clair, les gars. Mais non, il Alors le noir dedans, il s'appelle Thomas. L'Autrichien, c'est pas Jacob Potier. C'est Steph Brown. Et c'est le même qui fait la chronique. Ouais, il se grime et tout, mais il est sympa sinon. Non, catastrophe. Bref, tu disais. Vas-y, c'était mon. Elle a dit 6ème pire défaite de tous les temps. Non, tanking. Ah oui. Ah ouais, non. Franchement, là, ça me. Faut joueur nul sur le terrain de NBA surtout. Et Marc Gasol était là, c'est le pauvre. Il était pas là. Il paraît qu'après le match, il rigolait et tout. Enfin, genre, c'était pas grave. Bah ouais, non mais. Dans le vestiaire. Parfois, il vaut mieux sourire des drames. Non, mais là, que de pleurer, mais. Très triste, très triste. C'est pas un gros fan et tout. Ouais. En flop. Moi j'ai un flop, c'est les Knicks. Les Knicks qui. Ils ont gagné hier contre Washington. Ils ont gagné, c'est le moment. Tranquille. Ouais, mais justement, c'est quand une équipe gagne qu'il faut dire qu'ils sont vraiment nuls. Et c'est une équipe que je trouve vraiment très très nulle. Quand Michael Beasley est clairement ton meilleur joueur sur le terrain, c'est qu'il y a un énorme problème. Et pourtant, il nous régale Trevor, qui est plutôt pas mal. Et Frank Ntilikina, il y a un petit mix qui est sorti sur ses défenses ces derniers temps. Et oui, parce que c'est un super défenseur qui parle beaucoup. Et c'est bien de mettre en avant les qualités offensives de Frank Ntilikina. Après, elle veut rien dire l'équipe. Je regarde le 5 majeur. Une catastrophe. Bon, il gagne quand même contre Washington à Washington, mais il veut rien dire. Il faut rien dire. Voilà. Ça te stresse un peu, ça. Ouais, moi, mon Paul Star, c'est la gestion. On en a parlé tout à l'heure un petit peu. On en reparlera jeudi, c'est sûr maintenant. De Greg Popovich avec Tipeee. Ça reste un joueur emblématique de cette franchise qui, pour moi, n'est pas respecté vraiment. Il a accepté son rôle. Il a joué le jeu dans les médias d'être sur le banc, mais là, il est considéré comme une 8e, 9e rotation. Et je crois que les Spurs se privent d'un mec avec un. Alors, certes, il fera plus les chiffres qu'il a fait avant. Mais il se prive quand même d'un mec d'expérience et pour mettre un petit peu d'ordre dans cette attaque qui marche un peu sur la tête. Ce serait pas pire avec lui, quoi. Ce serait même mieux, j'ai envie de te dire. Hein. Peut-être. Surtout quand tu as un Dejounte Murray qui est certes un bel athlète, mais qui n'est pour l'instant pas un basketteur, surtout pas pour être meneur titulaire chez les Spurs. Et moi, pour finir, mon flop, c'est un joueur, une star NBA, qui pour moi ferait bien d'aller faire un tour un petit peu sur le banc parce que je trouve qu'il pénalise son équipe, surtout cette fin de saison. Carmelo Anthony. Je trouve
peut-être un Jeremy Grant dans le 5 permettrait T'es dur. à lui de C'est sur sûr, les derniers matchs. C'est dur. Sur les derniers matchs, j'ai trouvé que vraiment il avait abusé, qu'il n'avait pas rentré quand il fallait et que le reste c'était compliqué. Après, l'adresse, c'est Carmelo- l'adresse. Un mec Ouais, maladroit, mais- il tire, il les prend. Moi, je trouve que. Carmelo, j'ai l'impression qu'il devrait penser quand même un peu plus. Enfin, c'est pas lui, hein, mais l'équipe. Là où ça Parce se tient, que- c'est que ce serait un super leader de seconde unité. Ah ouais, tellement, ça se tient. tellement Il peut fort. pas l'être. Hein. Ah, il veut pas l'être Il pour veut pas, l'instant, ouais, mais mais- ça va le rattraper, je pense. C'est l'ego. Et... Quand on voit que D-Wade était capable Ah, de le faire, il pourrait peut-être. Je crois aussi, je crois aussi. Et c'est pour ça que ce serait Ouais, mon mais flop, vous parce vous qu'au souvenez lieu quand que il ça a le signé rattrape. au Kessie, qu'on lui a demandé, mais vous allez peut-être sortir du banc. Ah, Il a ah ouais, explosé de il rire. était fou. Ouais. Ça te prouve bien qu'il y a des années-lumière. C'est que s'imaginer être au 6e homme. Et, clair, c'est et c'est clair. pour ça qu'au lieu que ça le rattrape, ce serait bien que ça vienne de lui. Ouais, ouais, c'est Et- sûr. Il faut être et intelligent voilà. pour ça. Enfin, non, mais T'as tout Enfin, dit. très Allez, intelligent, quoi. Je sais pas qu'il est con. Hein. les remerciements, nous sommes intelligents, nous. Bien Nous sûr, avons- on remercie d'abord Sully, Voilà. on remercie Tom le stagiaire, c'est sa dernière Oh semaine là là d'ailleurs, là là. notre ami Tom, et bien sûr Plo. Et là, Ouais. on va remercier aussi Scott Hafner, qui n'avait pas beaucoup de talent, d'ailleurs il avait rien à Fner sur le terrain. Ah, je crois que c'était le fils de Hugo, moi. Ouais, Hugo moi aussi. Hafner. Hugo Hafner. Hugo Ouais. Hafner. Il avait rien à Fner sur le terrain, ça marche pas? Si, ça marche. Tant pis, Dairon Nix. Alors lui, c'était pareil, un rookie des Pacers, et son grand drame, c'est de ne pas avoir été drafté par New York quand même. Ah, voilà. Oh, on entend les rires, Oh, le rire gras de la régie. 3 bureaux plus loin. Oh, c'est mignon, mais merde, c'est mignon. putain, Très vous bon, êtes non, chiant, très bon, très bon. Ouais, je suis pas Popek, moi, merde. Je fais ça pour amuser les gens, moi. Bah, comme Popek. Comme Popek. Comme Popek. Est-ce qu'ils t'ont été soumis par la... Non, là, c'est by myself. Elles sont bien tes nouvelles photos, là, les cartes, là, parce que je l'avais jamais vu celle-là. Je pense qu'il trouve, moi. Mais je me dis, Mais, mais elles sont elle bien, coûte c'est pas les cher, mêmes que celle-là. d'habitude. Elle coûte combien celle-là ouais. Elle coûte une connexion à Google Images. Merci en tout cas de nous avoir suivis pour ce 19e First Talk de la saison. Elise, Thomas, Erwan et tout le Rien monde. à faire, ça marche pas. Si, t'es bien. Non, mais j'ai pris un. Ouais, truc mais là. Julie est un peu En dur. plus, des mecs Ouais. enregistrent, vous les connaissez pas, ils sont archi pas marrants. Ils ont des boutons devant eux. Ouais, voilà, et... ils flambent derrière leur truc là. et ils coupent l'émission quand ils ont envie. Tu vois. Par exemple, c'est clair. maintenant, et hop, ils coupent et puis il n'y a plus d'émission. Alors, à très Julie vite. s'est fait quand même huer sur Gamel Comedy Club. Hein. On a les images. Merci les amis, c'était Bye très bye. cool.